Qui étaient-ils vraiment? D'où est-ce qu'ils venaient? Puis qu'est-ce qu'ils voulaient, ceux qui se disaient anarchistes? C'est une histoire qui est souvent réduite à une simple caricature, une image qui fait peur. Mais vous allez voir, derrière tout ça, il y a une histoire pas mal plus complexe et franchement fascinante. Alors, la question est simple. Qui étaient les anarchistes? Souvent, l'image qui nous vient en tête, c'est le chaos, la violence, mais on oublie que derrière ce mot-là, il y a eu un mouvement mondial, une pensée super riche et des révolutions qui ont brassé la cage sur les 5 continents. Pour plonger directement dans le sujet, regardons cette citation de notre source. Si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions. C'est exactement ce grand écart qu'on va explorer ensemble, l'histoire entre le lanceur de bombes et le bâtisseur d'un monde nouveau. Bon, tout ça commence au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. C'est dans ce chaos, ce grand bouleversement, que l'idée anarchiste va prendre racine, pour répondre à une contradiction qui était devenue juste insupportable. Ce qui est fou ici, c'est d'essayer de s'imaginer le contraste. D'un côté, on a un progrès industriel jamais vu, les trains à vapeur, les usines qui tournent à plein régime. De l'autre côté, une misère noire pour ceux et celles qui font fonctionner tout ça. Pensez-y un instant. Des journées de travail de plus de 12 heures, pas de congé, pas d'assurance, pas de retraite, rien. Le travail des enfants, c'est normal. Puis le résultat de tout ça, l'espérance de vie d'un travailleur, c'est à peine 30 ans. C'est ça, la fameuse question sociale, à laquelle l'anarchiste va essayer de trouver une réponse. Le mot lui-même, anarchie, vient du grec anarché, qui veut dire absence de pouvoir ou sans commandement. Au début, c'était une insulte, c'était synonyme de bordel. Mais en 1840, il y a un penseur français, un gars de la classe ouvrière, Pierre-Joseph Proudhon, qui décide de prendre le mot et de le virer de bord. Pour la première fois, se dire anarchiste, ça devient une fierté, une revendication politique positive. Et cette diapo, elle résume parfaitement le cœur de cette philosophie. Comment on fait pour avoir le plus de liberté possible, mais aussi le plus d'égalité possible? Un anarchiste américain l'a bien dit, la liberté sans l'égalité, c'est la loi de la jungle, l'égalité sans la liberté, c'est une prison. Les anarchistes, eux, ils veulent ni l'un ni l'autre. Et très vite, ça casse. Le mouvement socialiste se divise en deux. D'un côté, on a Marx, qui dit qu'il faut prendre le contrôle de l'État pour bâtir le socialisme, c'est sa fameuse dictature du prolétariat, et de l'autre, on a l'anarchiste Bakounine, qui est convaincu que ça, c'est une erreur monumentale. Pour lui, l'État, c'est l'ennemi. Il faut le détruire, pas le conquérir. Il a même prédit que si la vision de Marx gagnait, ça créerait une terrifiante bureaucratie rouge, une chicane de famille qui va marquer tout le siècle qui suit. OK, on avance dans le temps. On arrive à la deuxième grande période. Après la répression sanglante de la Commune de Paris, le mouvement est à terre. Il est anéanti. Il doit se réinventer. Et là, deux chemins complètement différents vont s'ouvrir. En 1871, la Commune de Paris est écrasée dans un bain de sang. On parle de peut-être 20 000 morts en une seule semaine. Pour beaucoup d'anarchistes, cette violence extrême de l'État, c'est une leçon terrible. La conclusion qui s'impose, c'est que si l'État est prêt à massacrer comme ça, mais le changement pacifique, c'est impossible. La violence devient une réponse légitime. Et c'est là que commence ce qu'on a appelé la propagande par le fait. L'idée qu'une action choc, une action violente pourrait réveiller les gens. Et là, c'est l'escalade. Une vague de bombes déferle sur l'Europe. À Paris, contre un juge. Puis en pleine Assemblée nationale. Des explosions dans des restos, des églises, ça va même jusqu'à l'assassinat du président français. C'est de cette période-là, très sanglante, que vient le cliché tenace de l'anarchiste terroriste. Mais, et ça, c'est super important, pendant ce temps-là, il y a une toute autre stratégie qui se développe, l'anarcho-syndicalisme. Le contraste est total. Ici, on parle plus de détruire avec des bombes, mais de construire avec des syndicats. L'arme ultime, c'est la grève générale. Et au cœur de ce projet, on retrouve les bourses du travail. C'était bien plus que des bureaux de placement. C'était des vrais centres de vie communautaires. On y trouvait de l'aide, du soutien, des bibliothèques pour s'éduquer, des cours du soir, même du théâtre. On bâtissait littéralement la société du futur à l'intérieur de l'ancienne. Sauf que même cette approche constructive, elle aussi, était réprimée violemment. L'exemple le plus tragique, c'est Haymarket, à Chicago, en 1886. Pendant une manif pacifique pour la journée de 8 heures, une bombe explose. Qui l'a lancée, on ne le saura jamais. Mais ça ne dérange pas le pouvoir, qui a déjà ses coupables, les leaders anarchistes du mouvement. Sans aucune preuve solide, on en arrête 8. 5 d'entre eux vont être pendus. Ce n'est que des années plus tard que la vérité va sortir, ils étaient innocents, victimes d'un procès politique arrangé. Ces martyrs de Haymarket vont devenir un symbole mondial. D'ailleurs, c'est en leur mémoire qu'on célèbre le 1er mai comme la Journée internationale des travailleurs.
L'histoire de Haymarket, ça résonne partout dans le monde. Ça nourrit autant la colère que l'espoir. Au début du 20e siècle, cette tension finit par exploser dans de grandes révolutions. C'est le moment de vérité pour les idées anarchistes, l'épreuve du réel. Et ça va souvent être tragique. On l'oublie souvent, mais la première grande révolution du 20e siècle, au Mexique, a été vraiment influencée par les anarchistes. Un gars comme Ricardo Flores Magón a inspiré des armées de paysans, dont celle du fameux Emiliano Zapata, avec un slogan qui dit tout, « Tierra y libertad », la terre et la liberté. Quelques années plus tard, en Russie, une alliance un peu bizarre se forme. Lénine, dans son livre L'État et la Révolution, semble tendre la main aux anarchistes. Il écrit noir sur blanc « Nous ne sommes pas en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but ». Cette phrase, qui a l'air d'une belle promesse, va créer l'illusion qu'ils se battent pour la même chose. Une illusion qui va se payer très, très cher. Et pendant un bref moment, l'utopie devient réalité. En Ukraine, une armée de paysans menée par l'anarchiste Nestor Makhno libère un territoire immense. On parle d'une zone grande comme un pays européen où des centaines de milliers de personnes s'organisent sans État, sans gouvernement. Ils partagent les terres, ils tiennent des assemblées, ils pratiquent l'autogestion, tout ça en se battant contre les armées contre-révolutionnaires. C'était la preuve vivante qu'une société anarchiste à grande échelle, c'était pas juste un rêve, c'était une vraie possibilité. Mais le rêve est rattrapé par le pouvoir. Une fois que les bolcheviks de Lénine sont bien installés, ils se retournent contre leurs alliés. C'est un double jeu implacable. En 1919, l'armée de Makhno sauve la révolution en battant les armées blanches. 2 ans plus tard, en mars 1921, Trotsky fait massacrer les marins de Kronstadt, qui voulaient juste des soviets sans bolcheviks. Et le coup de grâce, c'est en novembre. L'armée rouge invite les commandants de l'armée de Makhno à une conférence, mais c'est un piège. Ils sont tous capturés et exécutés. C'est la fin brutale, la fin sanglante du projet libertaire en Russie. Cette histoire est marquée par la répression, et il y a peu de cas qui l'illustrent aussi tragiquement que celui qui suit. Une affaire judiciaire qui a secoué la planète entière. On est aux États-Unis, dans les années 20. 2 immigrants italiens, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont arrêtés pour un vol à main armée qui a mal tourné. Les preuves contre eux sont minces, même contradictoires, mais ils ont un problème. Ils sont anarchistes. Et au procès, c'est leurs idées politiques qui deviennent la principale preuve de leur culpabilité. Ils sont condamnés à mort. Leur cas devient une affaire mondiale. Ils vont passer 7 longues années dans le couloir de la mort. 7 ans. Pendant tout ce temps, un mouvement de solidarité absolument immense se lève pour eux. Imaginez, des manifs sur tous les continents, des comités de soutien dans des dizaines de pays qui rassemblent des gens qui n'avaient parfois rien en commun, sauf une soif de justice. Des anarchistes, bien sûr, mais aussi des libéraux, des syndicalistes, des artistes, des intellectuels, tous convaincus qu'ils sont innocents. Mais malgré cette mobilisation planétaire, la sentence est maintenue. Ils sont exécutés sur la chaise électrique en 1927. Juste avant de mourir, Bartolomeo Vanzetti a prononcé ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Ceci est notre carrière et notre triomphe. Ce dernier moment nous appartient. Cette agonie est notre triomphe. » Par leur mort, ils sont devenus des martyrs universels, le symbole de l'injustice de l'État. Alors, après 150 ans de lutte, de révolution trahie, de martyrs, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les questions soulevées par l'anarchisme sur le pouvoir, sur l'égalité, sur la liberté, pourquoi est-ce que ça nous parle encore autant aujourd'hui? C'est peut-être parce que cette histoire, si souvent oubliée, est finalement un peu la nôtre.